Bon, bah, écoutez, bonjour à tous. Merci d'être venus à cet événement organisé par le cabinet Adaltis ce soir. On voulait prendre l'opportunité, lors d'une visite d'associés qui venaient de France, pour aborder des thématiques que nous, localement en Chine, on aborde peu, mais en fait qui sont extrêmement intéressantes. Donc ce soir, en fait, on va vous parler de la compliance européenne et de souveraineté chinoise. Quels enjeux pour les entreprises françaises en Chine? Donc, j'aurai la chance d'avoir deux de mes associés qui viennent de Paris, donc Sylvie Le Damani et Édouard Lemoyle, qui vont faire une présentation sur cette thématique. Bon, bah, écoutez, je leur laisse la parole et merci d'être présents ce soir. Merci Alban. Bonsoir à toutes et tous. Donc, on est ravis de partager cette fin de journée ensemble. Donc, Sylvie Le Damani, donc avocat associé du cabinet Datis, en charge plus particulièrement des sujets en pénal des affaires et de compliance et gouvernance des entreprises, puisque par ailleurs, je préside la commission juridique de l'Institut français administrateur. Donc, on évoquera en effet l'exposition des dirigeants exécutifs et non exécutifs au sein notamment des filiales chinoises de sociétés européennes. Alban, peut-être, tu peux te présenter aussi, parce qu'on intervient tous les deux. Merci Sylvie, merci d'être là. Merci à la Chambre de commerce également et merci à moi d'avoir organisé cet événement. Et, Édouard Lemoyle, je suis en charge de toutes les questions numériques, informatiques, télécom au sein d'Adaltis. Voilà. Et j'aborderai la seconde partie de la présentation. Et on a le plaisir de travailler régulièrement avec nos équipes à Shanghai et à Pékin, notamment Alban. Alors, en fait, on trouve ce sujet, bien sûr, si on l'évoque avec vous ce soir, c'est intéressant. Et en fait, beaucoup de questions se posent en fait pour des entreprises qui sont implantées ou qui vont s'implanter en Chine, notamment par rapport en fait à l'extraterritorialité des réglementations. Différentes réglementations, notamment françaises, européennes, et même au-delà en fait de l'Europe et chinoise. Et très souvent, lorsque l'on discute avec des dirigeants de filiales localisés ici, ils ne savent pas trop finalement quelles sont les réglementations qui leur sont applicables, ce qui peut poser quelques difficultés, notamment en termes de responsabilité. Alors, nous ne sommes pas là pour vous effrayer. En tout cas, on est là aussi pour échanger et répondre à vos questions et d'avoir en fait une approche la plus pratique possible. Je vais avancer avec le... Merci. Donc, la problématique, c'est de savoir en fait finalement lorsque vous êtes, vous développez vos activités. Alors, pas uniquement quand vous avez une structure juridique en Chine, mais également quand vous avez des flux avec la Chine, vous avez des activités, mais par exemple dans le cadre d'une JV, ou bien parce que vous avez un bureau, ou parce que vous avez en fait des partenaires avec lesquels vous travaillez en Chine, eh bien vous pouvez être, vous êtes soumis à la réglementation locale, mais également à la réglementation en fait eh bien notamment si vous êtes une entreprise française, enfin, du moins rattaché à un groupe français, vous devez eh bien, conformer à la réglementation française, voire européenne. Alors, on n'est pas là pour vous donner un cours de droit, simplement en fait pour mettre en exergue des points importants, nous jugeons importants, c'est que en 2021, en fait, vous avez des lois de blocage en Chine, qu'on appelle les RPC, contre l'application extraterritoriale de la législation étrangère pour protéger la souveraineté chinoise. C'est vrai que ces réglementations, on l'a vu avec les États-Unis, notamment un certain nombre de dossiers de sanctions qui ont été prononcés par les États-Unis contre des entreprises, notamment européennes, avec des montants très importants à la clé pour avoir commis notamment, par exemple, des actes de corruption. Et en fait, on a des États étrangers, qui peuvent vous poursuivre quand bien même vous n'avez pas de filiale de structure au sein du pays en question, mais parce que vous avez un élément qui vous rattache à l'État, et notamment, bon, par exemple, vous avez une transaction en dollars, vous avez un serveur sur le pays, sur le territoire américain ou sur un territoire autre. Donc voilà, vous allez vous poser la question de savoir quelles sont les réglementations que je dois respecter.
Pour les filiales chinoises de groupes européens, eh bien, vous avez, en fait, c'est vrai que c'est un casse-tête, puisque nous avons une augmentation des lois ayant en fait un effet extraterritorial, et je vais y venir dans quelques instants, et qui vont en fait s'imposer à vos filiales. Si vous êtes implanté, si vous avez une structure en Chine, vous êtes rattaché à un groupe, par exemple, français, donc vous êtes filiale chinoise d'un groupe français, eh bien, vous allez devoir respecter, outre la loi chinoise, mais également une certaine réglementation européenne, voire chinoise, sur certains, un grand nombre de sujets. Bon, un peu d'histoire, mais très brièvement, en fait, tout ceci n'est pas récent, mais cela étant, quand même, c'est surtout aux États-Unis, on va le voir dans quelques instants, où on a commencé à voir le FCPA, hein, cette réglementation américaine qui fait la chasse à la corruption d'agents publics à l'étranger et qui va rechercher des entreprises, notamment des entreprises étrangères, et les sanctionner pour faire rentrer en fait des grosses montants importants de dommages-intérêts, en plus en fait, de pénalités dans les caisses américaines. Donc là aussi de Jean Bodin, enfin voilà, sur le principe de territorialité du droit, notamment aussi 1927, plus récemment, Cour permanente de justice internationale des Nations Unies, qui en fait au terme de cette décision, il y a une reconnaissance de la compétence judiciaire extraterritoriale des États. Bon, je passe très rapidement pour en fait arriver au cœur du sujet. Et ce que j'évoquais, en fait, ce sont les États-Unis. Les États-Unis, alors c'est de la géopolitique. Hein, en fait, on vous invite à lire aussi le livre de Frédéric Pierucci, d'ailleurs, qui est très connu ici et qui est distribué. Donc, c'est le piège américain, hein, que les Chinois connaissent très bien, puisqu'en fait, les agents publics, voilà, voilà, ils doivent lire ce livre qu'on connaît bien d'ailleurs. On travaille beaucoup avec Frédéric Pierucci. C'est le piège américain, c'est l'affaire Alstom. Et donc, voilà, si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à le lire. Très intéressant. Sur en fait des faits de corruption, donc c'est la loi, c'est le FCPA qui en fait date de 1977, revu en 98 et qui a pour vocation bien à euh, chasser, enfin voilà, traquer en fait la corruption des agents, alors essentiellement axé sur les agents publics à l'étranger, contrairement à la loi Sapin 2 française, qui, elle, en fait, traque la corruption, tout type de corruption, à la fois privée et à la fois publique. Des actes de concurrence déloyale avec le Foreign Trade Antitrust Improvements Act de 82, les violations de la réglementation sur l'exportation de biens sensibles, le Cloud Act, hein, dont on a beaucoup parlé, qui est donc une réglementation très importante de 2020, qui est relatif en fait à l'utilisation de serveurs informatiques et l'accès aux données de communication pour sanctionner des entreprises étrangères pour des faits commis sur le sol étranger. En effet, certaines entreprises françaises bien, ont retiré leurs serveurs du territoire américain parce qu'en fait, les données n'étaient absolument pas protégées, notamment dans le cadre du Cloud Act. Mais Édouard y reviendra dans quelques instants. Donc, plusieurs autres États, donc tout ceci est un mouvement international et d'autres États se sont dotés en fait également de lois comparables. Le UK Bribery Act de 2010 sur le territoire britannique, la loi Sapin 2 de 2016 en France, les lois de blocage et Anti-Foreign Sanctions Law de 2021 en Chine et la Russie depuis 2014. Et tout ça, on peut citer le Brésil, le Mexique, l'Italie, l'Espagne, donc autour de pays européens, mais bien au-delà. Donc, un grand nombre de réglementations françaises qu'il vous faut connaître à partir du moment où vous êtes implanté dans ces pays ou bien que vous avez des relations d'affaires dans ces pays et notamment des flux financiers. Je vais passer très rapidement sur cette voilà, petite page qui rappelle l'extraterritorialité à la française. C'est une actualité intéressante. On voit sur en fait la loi de décembre 2016 sur la loi Sapin 2 qui impose pour la première fois aux grandes entreprises de mettre en place un programme de prévention pour lutter contre la corruption publique ou privée. Avec l'obligation de mettre en place un programme comprenant 8 mesures, procédures. Enfin, c'est assez contraignant.
avec la création de l'Agence française anticorruption. Donc, nous, on accompagne en tant qu'avocat des entreprises. On a accompagné, on a eu à peu près plus de 200 missions de mise en place de programmes au sein de grandes entreprises internationales et de déploiement en fait de ces programmes, notamment en Chine. Et donc, quand on déploie un programme de ce type en Chine, eh bien, on se doit également respecter la réglementation locale chinoise. Par exemple, vous avez une cartographie des risques, vous allez devoir avoir des focus sur certains pays. Et par exemple, si vous avez un code de conduite anticorruption ou un code de conduite plus largement que vous voulez diffuser et imposer, que vous devez imposer diffusé au sein de votre filiale chinoise, eh bien, vous devez bien sûr respecter la réglementation locale chinoise, notamment en droit du travail, sur en fait comment imposer aux salariés de l'entreprise ces réglementations, ces règles internes. Voilà, donc je passerai rapidement en fait également sur le sujet, on y reviendra, donc on a l'Agence française anticorruption qui contrôle les entreprises pour voir si elles ont mis en place ce programme, qui les sanctionne si le programme n'est pas correct et conforme à ses recommandations qu'elle qu'elle a mis à jour en 2021. Et également, elle fait des contrôles d'exécution et elle s'intéresse à certaines zones géographiques, notamment l'Afrique, notamment l'Asie. Et donc, elle peut faire, nous, on a un client qui a eu un deuxième contrôle pour en fait contrôler ce qu'il avait mis en place au sein de ses filiales en Asie. Voilà, donc ce qui est aussi on y reviendra également sur la nécessité d'avoir une bonne connaissance de ce que vous avez mis, ce que vous devez mettre en place en termes de procédures internes. Et vous avez bien un sujet très important, c'est la directive européenne sur le renforcement de la protection des lanceurs d'alerte, qui a été transposée donc en France l'année dernière, en mars 2022, avec un décret d'application en octobre 2022. Et vous avez la CNIL d'ailleurs qui a émis son nouveau référentiel le 24 juillet dernier 2023 sur en fait les dispositifs d'alerte. Donc c'est comment vous faites remonter vos alertes, dans quel pays, comment vous mettez en place notamment une alerte professionnelle dans une filiale située en Chine et vers quel pays remontent vos données, est-ce qu'elles doivent ce sont des informations sensibles. Et donc, est-ce qu'elles doivent rester en Chine ou peuvent remonter dans certains pays d'Europe? Édouard nous en parlera. Voilà, beaucoup de réglementations à connaître, à respecter, bien évidemment. Et donc, ça très brièvement, sur la loi Sapin 2, vous connaissez sans doute. Donc, vous avez peut-être mis en place, déployé au sein de votre filiale ou de vos filiales en Chine, le programme monde de votre entreprise. Et donc, si vous êtes dans une grande entreprise, hein, vous avez les deux seuils, 500 salariés, cumulatifs 100 millions de chiffre d'affaires. À partir du moment où vous avez une entité ou le groupe dans son ensemble consolidé au niveau français qui atteint ces deux seuils, vous mettez en place ce programme dans toutes les filiales dans le monde entier. C'est là que vous avez cette extraterritorialité de la réglementation. C'était inscrit dans le marbre, contrairement à certaines lois, notamment aux États-Unis ou du UK Bribery Act, en fait, qui laisse une grande latitude aux entreprises de mettre en place un programme adapté pour prévenir les actes de corruption. En France, on a été plus loin. La loi prévoit expressément, article 17 de la loi Sapin 2, eh bien, ce que vous devez avoir mis en place et que vous devez avoir déployé dans l'ensemble de vos filiales situées dans le monde entier. Donc, la cartographie des risques est pilier hein, du dispositif, un code de conduite anticorruption annexé au règlement intérieur. Donc, en Chine, on n'a pas l'équivalent de notre règlement intérieur français, mais on va avoir néanmoins en fait une procédure à respecter pour imposer aux collaborateurs chinois étrangers, mais situés sur le sol chinois, leur imposer le respect de ce code de conduite, le dispositif d'alerte, donc on verra, on l'évoquera, l'évaluation d'intégrité des tiers, tous les tiers avec lesquels vous travaillez, notamment en Asie, eh bien, vous devez en fait pouvoir prouver à l'Agence française anticorruption que vous avez fait le nécessaire pour
évaluer l'intégrité de vos tiers. Donc, il n'est pas interdit de travailler avec des fournisseurs, des prestataires qui auraient été condamnés, mais il faut avoir mis en place le dispositif, les avoir identifiés. Faute de quoi, eh bien, vous pouvez avoir quelques soucis. Des procédures de contrôle comptable, ça, bien sûr, vous en avez, mais spécifiques. Si vous faites travailler des intermédiaires, notamment, nous, on a des clients, entreprises, un grand groupe français qui se développe beaucoup en Asie, et notamment avec des apporteurs d'affaires ou avec des brokers situés en Chine, eh bien, vous devez avoir fait une étude sur l'intégrité de ces intermédiaires, de ces brokers, de ces apporteurs d'affaires, pour dire, voilà, on sait avec qui on travaille et on insère dans leur contrat. Bien sûr, il faut qu'ils aient des contrats formalisés, des clauses éthiques, notamment anticorruption, etc. Donc, même plus largement sur le sujet de la concurrence. Et voilà. Donc, très encadré, de la formation. Donc, il faut pouvoir prouver que l'on a formé les personnels les plus exposés dans ces filiales sur ces sujets. Et donc, par exemple, vous avez une filiale en Chine, eh bien, vous allez devoir prouver que vous avez formé les personnels les plus exposés sur ces sujets-là, non seulement à la réglementation française qui est extraterritoriale, mais également vous allez en profiter pour rappeler à vos collaborateurs l'obligation de respecter la loi chinoise sur ces sujets. Donc voilà, il faut et de voir le cas échéant les incompatibilités entre la loi française et la loi chinoise. Sur ce sujet d'anticorruption, on n'a pas vraiment d'incompatibilité, contrairement en fait à la réglementation suivante que l'on va aborder, qui est le sujet du devoir de vigilance. Régime disciplinaire, pouvoir sanctionner bien sûr les personnes qui violeraient le code de conduite, évaluation et contrôle des mesures anticorruption. Comme tout programme de prévention, on doit le mettre à jour, on doit l'évaluer et on doit s'assurer de son efficacité. Et il ne s'agit pas d'avoir des procédures très formalisées du papier qui ne soient pas une réalité. Rappelez-vous l'affaire Enron aux États-Unis, ils étaient donnés en exemple pour avoir des procédures de contrôle interne très formalisées, beaucoup de boucles de procédures. Et finalement, tout ceci n'était pas respecté et Enron, eh bien, ils ont volé en éclats, ainsi que Arthur Andersen dans cette affaire en quelques mois. Alors, là, ce que l'on évoque, ce sont des sanctions, non pas en cas de corruption, mais en cas de non-respect ou de non-mise en place d'un programme de prévention qui répond aux attentes de l'Agence française anticorruption, notamment dans les filiales à l'étranger. Donc des injonctions, des sanctions pécuniaires. Ce sont les dirigeants personnes physiques qui sont en première ligne. Donc on va y revenir parce que c'est important de savoir en fait si je suis nommé membre d'un board au sein d'une société chinoise ou d'une société autre, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est nous sommes en Chine, donc société située sur le sol chinois, ou si je suis dans le cadre d'une JV, si je ne suis pas dirigeant exécutif, mais je suis dans un board, est-ce que je suis exposé? C'est une bonne question. Vous pouvez en effet être exposé, engager votre responsabilité pour en fait un sujet de non-conformité. Publicité, donc sanction pécuniaire de 100 000 euros pour les personnes physiques, 1 million pour les personnes morales. Et bien sûr, les délégations de pouvoir n'exonèrent pas le dirigeant de sa responsabilité. On ne peut pas renvoyer vers un N-2, -3, en fait, cette responsabilité rattachée au défaut de programme de prévention. Très brièvement, mais ça, on vous communiquera le document. En 2022, donc l'AFAR émet un rapport. Alors ça aussi, c'est intéressant d'évoquer ensemble ce soir. C'est que l'Agence française d'anticorruption donc émet un rapport annuel. Donc là, en juin 2023, a émis son rapport d'activité sur l'exercice 2022. Et ce qui est intéressant, ce que l'on voit en fait, c'est comment est déclenché un contrôle de l'Agence française anticorruption. Venir chez vous pour contrôler et vous demander qu'est-ce que vous avez mis notamment en place au sein de votre filiale chinoise. Ça peut être une alerte anonyme, une dénonciation auprès de l'Agence française anticorruption. Alors, en général, il faut que ce soit documenté pour que l'Agence française anticorruption aille au-delà. Elle peut déclencher, en fait, saisir le parquet et avoir, en fait, une enquête judiciaire préliminaire. Donc, en fait, ça peut entraîner un certain nombre de contrôles. Et bien évidemment, il y a une communication avec aussi les jurys, les instances en fait, chinoises.
Et depuis le renforcement de la protection des lanceurs d'alerte, eh bien, un lanceur d'alerte dans votre entreprise, donc on verra aussi comment en fait cela fonctionne avec dans les vos filiales en Chine, peut s'adresser directement à des autorités administratives indépendantes. Donc, on a des collaborateurs situés dans des filiales à l'étranger qui envoient directement un message, un courrier à l'Agence française anticorruption ou à d'autres autorités administratives françaises, comme l'autorité de la concurrence ou d'autres. Vous avez un décret qui est paru en octobre 2022 et qui liste une cinquantaine d'autorités administratives qui peuvent être saisies directement par des lanceurs d'alerte et qui seront donc protégés s'ils répondent à un certain nombre de critères. Mais bon, ça c'est voilà. Donc, ce qu'il faut aussi donc avoir en tête, retenir, c'est que retour d'expérience des contrôles de l'Agence française anticorruption, c'est l'engagement et l'exemplarité du top management dans le déploiement de cette réglementation dans les filiales, notamment à l'étranger. Mettre en place, bon, voilà, voilà, optimiser, mettre en place pour ça, mais c'est vraiment l'engagement et l'exemplarité du top management et donc des responsables locaux. Et on a un vrai sujet intéressant de gouvernance des filiales d'entreprises étrangères en Chine. Qui pilote la filiale? Comment est-ce que c'est contrôlé? Comment s'assure-t-on que la réglementation qui est extraterritoriale et qui doit s'imposer à la filiale située en Chine est bien respectée, y compris la réglementation locale? Et on a quand même constaté chez nos clients quelques flottements sur le sujet, puisqu'en fait, voilà, il n'y avait pas de cartographie des risques, il n'y avait pas vraiment une bonne visibilité sur l'identification en fait des réglementations qui leur étaient applicables localement et du fait par exemple, de réglementation française, voire européenne, du fait de l'extraterritorialité. Très brièvement, pour donner la parole à mon associé, donc Édouard, c'est alors important, c'est le devoir de vigilance. Alors, on va pas le devoir de vigilance à la française. Aujourd'hui, ça concerne des grands groupes qui, en fait, ce sont des sociétés mères et des entreprises donneurs d'ordre qui doivent en fait verrouiller toute la chaîne donc pour s'assurer que eh bien leurs prestataires, leurs fournisseurs, leurs sous-traitants et sous-traitants, enfin on va y compris enfin dans les filiales les plus éloignées et même en dehors des filiales, c'est qu'elles respectent les droits humains, les libertés fondamentales, la santé, la sécurité des personnes ainsi que l'environnement. Vous connaissez cette réglementation, donc elle concerne les sociétés qui ont 5000 collaborateurs au niveau français ou 10 000 au niveau monde. Mais là, vous avez un projet de directive européenne qui va revoir les seuils à la baisse et qui va avoir un impact énorme sur les entreprises, puisqu'en fait, à partir du moment, donc là, il y a eu en fait le 1er juin 2023, voilà, on a accéléré le processus pour le vote de cette nouvelle directive et certainement celle-ci devrait voir le jour et s'imposer en France et au-delà en 2024 et 2025, il y aura un étalement en fait selon la taille des entreprises. Mais à partir du moment où vous atteignez 250 salariés, vous allez tomber dans le champ d'application de cette réglementation. Donc, ce qui vous oblige à mettre en place une cartographie des risques sur le sujet, de savoir comment vous suivez l'activité des sous-traitants, donc d'avoir un plan de vigilance effectif, de communiquer dessus, qui soit une réalité, donc avec une cartographie, des procédures d'évaluation pour l'efficacité des mesures mises en place, des mesures à prier pour atténuer les risques, enfin, etc. Et donc une procédure permettant d'évaluer régulièrement la situation des filiales, des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels la société entretient une relation commerciale établie. Vous imaginez, c'est très complexe et avec en fait un contrôle, bien évidemment, de vos contrôles et un contrôle externe. C'est assez, en effet, alors on peut dire que voilà, ça va dans le sens de l'histoire, mais c'est très lourd pour des entreprises, des petites entreprises. Même déjà pour les grandes entreprises, nous on le voit, où il y a énormément de difficultés à mettre en place ce dispositif et encore de grands groupes
notamment du CAC 40, sont loin d'avoir finalisé leur démarche et donc sont en perpétuelle amélioration, avec un texte très flou et qui, en fait, ne permet pas forcément de savoir si on est dans les clous. Donc, ceci, je l'ai évoqué. Bon, il y a un grand nombre d'actions judiciaires qui ont été déclenchées, notamment par des ONG, sur le fondement du non-respect de cette réglementation sur le devoir de vigilance. Une qui a fait beaucoup couler d'encre, Total Énergie. Bon, il y a eu un flop parce qu'en fait, le tribunal a déclaré les revendications de cette ONG irrecevables, qui reprochait en fait à Total Énergie de ne pas avoir en fait le nécessaire et de ne pas avoir respecté, notamment rédigé, bâti un plan de vigilance correct. Et simplement, là, ils ont été retoqués, mais sur un sujet de procédure qui paraît tellement évident, c'est qu'avant de saisir le tribunal, faut-il envoyer une mise en demeure à l'entreprise, ce qui n'avait pas été fait. Donc voilà, donc on va certainement en reparler lorsqu'ils auront mis avec les mises en demeure. Donc là, c'est un point de procédure qui n'a pas été respecté, mais bon, pour l'instant, on n'a pas de jurisprudence sur le sujet. Donc, ce que j'ai évoqué, 250 personnes, maintenant, Société Française emploie plus de 250 personnes avec un chiffre d'affaires net supérieur à 40 millions à l'échelle mondiale, ou en holding dans un groupe comptant plus de 500 salariés avec un chiffre d'affaires net de 150 millions. Donc, voilà. Donc, c'est maintenant, avec des sanctions qui vont être lourdes. Donc, tout ceci est en discussion, mais les députés veulent que les amendes représentent au moins 5% des ventes mondiales, ce qui va frapper très fort. Et pour les entreprises de pays tiers qui ne restent pas les règles à exclure des marchés publics. Donc, en fait, il y aura des sanctions très lourdes et on a aussi tout le sujet sur le réchauffement climatique avec les contraintes, notamment le plan de transition conforme à une limite d'avertissement climatique. Bon, voilà, tout ceci, vous l'ayez en tête si vous ne l'aviez déjà, et vous avez aussi la directive CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, une contrainte supplémentaire sur la déclaration de performance extra-financière et qui elle-même évolue au 1er janvier 2024, avec des déclarations plus strictes et une information non financière par rapport à la durabilité. Enfin bon, on va pas passer trop de temps sur le sujet, mais il faut les avoir en tête. Et donc, en fait, avec des réglementations qui sont extraterritoriales. Donc, il va falloir voir comment les entreprises vont pouvoir respecter la réglementation sur le devoir de vigilance dans des pays où on a des réglementations qui ne sont pas forcément en cohérence avec ces sujets, euh, notamment environnement, avec des normes très différentes, notamment aussi sur les règles, nous, on a l'OIT, mais enfin surtout le sujet des droits humains, voilà, de la sécurité, voilà, donc des normes très différentes. Donc c'est un casse-tête. euh, voilà, mais on reviendra sur quand même quelques bonnes pratiques. Enfin, ce qu'on peut dire sur cette partie, sur les bonnes pratiques, c'est de savoir quand vous êtes dans un pays, notamment en Chine, de savoir en fait quelles sont en fait les réglementations qui vous sont applicables. Ça paraît enfin étonnant ce que je vous dis, mais on a quand même oui, des sujets, c'est assez complexe. Et notamment si vous êtes membre d'un board ou si, voilà, savoir en fait quelles sont vos responsabilités. Et notamment, je vous invite à aller sur le site de l'Institut français administrateur. On a émis en fait une note sur en fait, l'évolution de la responsabilité des membres de board dans des filiales situées dans le monde entier, voir l'évolution en fait en matière de non-conformité, puisqu'on va venir rechercher de plus en plus fréquemment les administrateurs, ou en tout cas l'équivalent de membres de board pour non-respect non-respect de la conformité, enfin, conformité légale sur des sujets, notamment, on l'a vu en fait, sur des sujets de blanchiment, de financement du terrorisme, sur atteinte à l'environnement. Enfin, voilà. Donc, voilà, c'était un petit panorama sur les différentes réglementations, enfin, quelques-unes qui sont extraterritoriales. Je te laisse la parole, Edouard, pour tout le sujet des données sensibles. Merci Sylvie pour ce résumé exhaustif en 30 minutes sur un sujet complexe, deux sujets complexes. Alors, moi, l'idée, c'est de faire une petite présentation de 20 minutes pour qu'ensuite on ait un peu de temps pour discuter, échanger.
Le, la, le but de mon intervention, c'était de répondre à cette question. Qui est concerné par le RGPD? C'est-à-dire que les données sont là, 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 c'est-à-dire qu'elles sont en dehors de l'Europe, et pourtant, le RGPD s'applique à des données hébergées en dehors de l'Union européenne. Alors, l'idée, c'est de vous expliquer pourquoi. Les entreprises qui sont situées en dehors de l'Union européenne également sont concernées. Euh, et donc, le RGPD, pour résumer, c'est un règlement européen qui s'applique qui gère la donnée personnelle. Une donnée personnelle, c'est au sens très large, hein. Ça peut être un log de connexion, ça peut être une plaque d'immatriculation de véhicule, ça peut être un titre dans une société. Par exemple, je suis PDG. Voilà, c'est avec un seul PDG, donc on peut très bien identifier la personne, une fonction. Et donc, le RGPD s'impose à toutes ces entreprises qui gèrent de la donnée, et que ce soit au sein de l'Union européenne ou en dehors de l'Union européenne. Les critères d'application, bon, ça c'est le texte de la loi que je résume ici, de façon plus simple, par un schéma. C'est l'article 3 du RGPD qui prévoit, dès lors qu'on a soit un établissement, soit des clients en Europe, soit un établissement en Europe. Un établissement, c'est plus qu'une activité, hein. C'est pas juste un salarié. Il faut vraiment qu'il y ait la notion d'établissement comme en droit des sociétés, une clientèle ou des prospects. Voilà. Les, si, si les critères ne sont pas cumulatifs, sont exclusifs. Donc, l'idée, euh, si on se retrouve si les critères sont respectés, le RGPD s'applique. Et là, je vous donne des choses de façon plus concrète, des exemples de cas euh, pour lesquels le RGPD s'applique à les entreprises étrangères. Alors, on n'a pas de cas chinois, mais on a beaucoup de cas américains. Euh, et on verra tout à l'heure même israélien. Donc, euh, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité assez récente de l'année dernière ou un petit peu avant également. Des grands groupes, les GAFA, ont été sanctionnés très fortement par les autorités publiques françaises. Et donc, le critère qui a été retenu, c'était essentiellement des technologies développées aux US. Euh, la clientèle n'était pas forcément en France, elle concernait des usagers, mais surtout ce qui a caractérisé la compétence et l'applicabilité du RGPD. Donc, c'est le fait d'avoir une filiale en France. Le siège était aux US et le siège européen en Irlande. Même chose pour Microsoft, qui est organisé un peu de la même façon, avec une filiale en France. Le fait d'avoir une simple présence d'un établissement, euh, la CNIL s'est désignée comme compétente, euh, alors même que la CNIL, l'équivalent irlandais, avait décliné cette compétence. Voilà. Donc la CNIL a une activité, une interprétation très proactive de sa compétence, plus que, en tout cas récemment, jusqu'à récemment, depuis la CNIL irlandaise a rattrapé son retard également, mais la CNIL française a été des autorités pionnières dans le développement d'une compétence internationale et une application internationale du RGPD. Alors, le critère c'est l'établissement, mais il faut savoir également qu'un autre critère, c'est le fait d'avoir une clientèle. Comme je disais tout à l'heure, là, c'est une autre société condamnée également l'année dernière. L'actualité a été très riche sur la compétence internationale de la CNIL. Euh, et donc là, c'est une société établie aux États-Unis euh, qui, euh, euh, qui n'avait aucune présence sur place, pas d'établissement, mais qui collectait des données biométriques de
sur le territoire français. Et donc, le fait d'avoir des personnes sur son territoire, sur le territoire français, une clientèle, caractérisait la compétence de la CNIL. Et donc, c'est très important il y a cette notion de territoire, mais pas que. C'est-à-dire que c'est le territoire de l'entreprise, mais c'est également le territoire de la clientèle. Et là, ensuite, on a une décision 2 mois après qui a été adoptée par la CNIL, où elle a décliné sa compétence. Où elle s'est dit là, je vais trop loin. Elle a commencé à. C'était la même chose. C'est une entreprise. En fait, c'est la filiale américaine d'un groupe israélien qui capturait et aspirait des données qu'elle collectait sur les profils LinkedIn, Salesforce. Salesforce, c'est un logiciel de CRM, de gestion de la clientèle. Donc, que des technologies américaines, une présence qu'aux États-Unis, une clientèle pas forcément française, c'était un site internet américain avec des moyens de paiement en dollars, pas forcément en euros. Et là, c'est dit, le rapporteur public, ils avaient lancé une instruction, et le rapporteur public voulait condamner la société parce qu'il y avait des personnes concernées sur le territoire français, mais finalement, le collège, enfin, l'organe délibératif de la CNIL a décidé de décliner sa compétence parce que les personnes concernées, c'est-à-dire les gens dont les profils étaient publiés sur LinkedIn ou Salesforce, n'étaient pas les utilisateurs du service de l'entreprise. C'était et donc, ce n'étaient pas des clients ou des prospects qui payaient un service à Lucien. Donc, c'était juste voilà. Donc là, voilà. Donc, la distinction, elle est ténue, elle est assez complexe, mais bon, c'est comme ça. Et donc, c'est une leçon à retenir. Enfin, si vraiment il y a un message à retenir pour cette partie du numérique, c'est celui-là. Que pour les entreprises chinoises qui n'ont pas d'activité dans l'Union européenne, sur le territoire de l'Union européenne, le simple fait que cette entreprise chinoise détienne des informations sur des citoyens européens ne signifie pas pour autant que le RGPD s'applique. Voilà. C'est une limite, c'est une sorte de faille du RGPD peut-être pour certains. C'est une décision qui a été, on n'a pas beaucoup parlé, mais ceux qui se prononcent dessus, les auteurs, ont pas mal critiqué. Donc il y a débat, peut-être que ça changera. En tout cas, voilà, aujourd'hui, on en est là. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la loi, le RGPD chinois, la loi d'information et de protection, là, je ne sais pas, spécifique du droit chinois, c'est protection de l'information personnelle, c'est ça, hein. Je ne sais pas s'il y a. Ouais. Et donc, loi, en fait, c'est en anglais, hein, Personal Information Protection Information Personal Law, reprend le même concept d'application territoriale du droit. C'est-à-dire que en droit international, il y a on le rappelait au tout début, comme le disaient les auteurs anciens, le droit s'applique sur un territoire. C'est le principe même du droit international. Et aujourd'hui, on a une tendance à sortir du territoire par le simple fait que ça peut présenter un effet sur les intérêts de l'État victime. Et donc, la Chine ne s'est pas engagée sur cette voie de l'effet sur le marché national. C'est une conception un peu américaine. Et les Américains ont, comme je disais au début, une vision très extensive et internationale du droit, de leur droit. Les Chinois ont plus, s'apparentent davantage à ce qui se pratique en Europe. Et donc, on retrouve les mêmes concepts dans la loi.
qui est soit avoir un établissement, euh, donc voilà, un établissement ou un représentant en Chine, ils doivent désigner, sont soumis au RGPD, donc doivent désigner un représentant en Chine. On retrouve là des concepts un peu similaires. Donc, on aura deux dispositifs, on a deux dispositifs, pardon, un peu comparables, d'un côté européen, de l'autre chinois. Et la question, c'est de savoir comment les deux vont s'harmoniser et se coordonner. C'est une question ouverte, je n'ai pas de réponse particulière. Il n'y a pas il y a pas de traité sur le sujet, il n'y a pas d'accord entre la Chine et la France, entre la Chine et l'Europe, pardon, sur ce point. Donc, je pense que ce qui va prédominer, c'est la question de l'établissement, et s'il y a un établissement principal ou pas, peut-être, la question est ouverte. Et on va probablement, si la question se pose soit devant une autorité chinoise ou une autorité européenne ou française, ils vont se référer aux règles de droit international privé classiques, donc qui sont basées sur le territoire, avec un petit rattachement. Mais je ne pense pas qu'il y aura on va s'engager, vu la jurisprudence assez récente sur le sujet, que les autorités françaises vont s'engager sur une application très extensive du RGPD en Chine. Voilà la conclusion à retenir. Et un dernier slide sur, sur le futur. On a vu la loi Sapin en France a ouvert la première, cette politique d'application extraterritoriale du droit français. C'est une pratique bien ancrée, la loi Sapin. Ensuite est venu le RGPD, en tout cas 2 ans après, sur le sujet également. Et la tendance est quand même de continuer on aura de plus en plus de textes européens, français ou européens, qui, qui, euh, qui prévoient, qui le feront, une application internationale. On a 4 nouveaux textes récents. Enfin, là, j'en ai cité 2, mais il y a le Digital Market Act, Digital Service Act et également le Digital Governance Act et le Data Act. Ils ont une vision européenne assez offensive de l'extraterritorialité. Donc, ce sont des textes qui réglementent les grandes plateformes américaines, mais également chinoises, qui sont visées, les grands acteurs du numérique, que ce soit les fournisseurs d'accès Internet, mais également les sites web, pratiquement tous les GAFA et tous les américains et toutes les grandes entreprises chinoises sont concernés. Et euh, le critère du rattachement territorial euh, est pris en compte, mais pas que. Ces textes prévoient également, comme le RGPD, l'application, une espèce de. C'est pas la théorie de l'effet, ou presque. On y est presque. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a un lien, soit un établissement, soit un client présent sur le territoire européen, le texte s'appliquera à l'entreprise chinoise ou américaine. Alors, ces textes sont déjà entrés en application, enfin, la moitié d'entre eux. L'autre, ce sera l'année prochaine. Et, et il faut savoir que les sanctions euh, de, prévues par ces textes sont équivalents à ceux prévus par le RGPD, voire un petit peu plus. Les sanctions du RGPD sont de l'ordre de 4% du chiffre d'affaires mondial ou 20 millions. Et ces textes-là prévoient, je crois que ce sont à 6%. Donc la tendance est on va vers une extension des textes européens applicables en Chine. Et j'en ai fini. Vous avez compris, justement.
Madame Pierre Moussy, je suis le chef du service économique du Consulat général de France à Shanghai. Bonjour, je vous remercie pour votre présentation. J'ai une question sur la partie CSSD, donc cette future directive européenne qui devrait être adoptée d'ici la fin de l'année probablement. Donc, compte tenu de la transition, enfin, la transposition en droit national, je pense que ça prendra peut-être encore quelques années avant d'être effectif, mais enfin, ça va venir assez vite. Et pour la Chine, il y a une question qui se pose, une province dont on parle souvent, qui est située dans l'ouest du pays, avec une certaine tendance, notamment au travail forcé. Euh, Comment ça se passe ou comment ça va se passer à votre avis sur la mise en œuvre de ce texte? Est-ce qu'il faut faire des audits pour aller sur place vérifier? Auquel cas, comment fait-on? Enfin, c'est assez difficile dans cette région. Est-ce qu'on n'est pas dans une impasse? Comment ça va se passer à votre avis? Oui, on devrait normalement aller faire des audits in situ, mais alors l'entreprise va devoir décider de est-ce qu'elle reste ou pas dans certaines zones. Voilà. Donc c'est ça le sujet. À partir du moment où on reste dans des zones justement où on va avoir des difficultés d'être conforme, ça va être un vrai sujet. Donc c'est-à-dire que voilà. Donc c'est après ça revient, c'est un sujet qui doit remonter au conseil des administrateurs, conseil de surveillance, on a tout en haut en fait, hein. C'est une décision groupe, donc c'est d'intégrer les risques dans la stratégie. Donc est-ce qu'on reste dans tel pays ou pas par rapport à nos contraintes légales? On l'a vu avec la Farge aussi, en Syrie, hein, sur un financement du terrorisme. Là où ils sont restés, c'est un choix. Donc, en fait, on peut rester, c'est pas interdit nullement. Mais après, faut mettre en place les due diligence, voilà. Donc, ou alors, c'est aussi peut-être l'occasion de faire avancer localement les pratiques. Il faut toujours rester optimiste. Voilà, dans certains pays, dans certaines zones, ça peut être plus facile que dans d'autres. Donc, c'est un vrai sujet. Et en même temps, enfin, on l'évoque depuis très longtemps sur le travail forcé, sur le travail des enfants, avec notre conception européenne. En fait, il y a en fait dans certains endroits, faire travailler les enfants, c'est si on ne les fait pas travailler, il faut mettre autre chose en place pour pouvoir leur permettre de vivre et donc notamment des écoles, voilà, qu'ils aillent à l'école, qui est donc un accompagnement. Ça existe déjà hein, dans certains, justement du fait de voilà, les entreprises qui sont dans des zones géographiques compliquées bah, vont trouver les moyens d'aider les populations et pour trouver d'autres solutions si justement on renonce à faire travailler certaines, soit des ouais, le travail forcé avec les prisonniers ou en fait des enfants, les mineurs, etc. Ah, en effet, c'est un vrai sujet. Donc c'est un casse-tête, savoir est-ce qu'on reste, qu'est-ce qu'on fait. Chaîne de valeur en fait. Et donc on est en train, en plus c'est un sujet qui est très intéressant, c'est-à-dire on est sur un projet de texte qui est écrit en anglais, comme toutes les directives européennes. Et donc en fait on n'a pas forcément les concepts, on jongle avec la langue anglo-saxonne sur des concepts qui sont, voilà, donc on passe des heures, parce que nous on regarde ça aussi au sein de l'Institut français administrateur pour voir un peu comment évolue le texte et notamment on a des contacts avec Bruxelles et voilà comment on joue sur les mots et donc un mot a son importance et donc avec des concepts, par exemple de board, un board, c'est quoi dans certains pays. Enfin, on a tous ces sujets-là pour nous juristes, hein, voilà, donc c'est vrai que c'est loin d'être évident. Et donc là, ensuite, prêt, voir comment sera rédigé le texte définitif. Mais on parle de chaîne de valeur. Après, il y a tout un débat. On passe des heures sur les sujets, sur les concepts, mais pour que ce soit facilement applicable. Et donc, voilà, mais vous posez les très bonnes questions, hein. Le texte européen a l'objet d'une transposition au niveau national, c'est une directive. Contrairement aux autres textes qu'on a vus précédemment, c'était des règlements applicables tout de suite. Donc, il y aura encore des débats dans chaque pays sur les conditions et sur les modalités d'application. Et en général, le diable est dans le détail. Mais il est fort à parier que ça va ressembler au dispositif qui existe déjà en France, parce que la Oui, loi, il y a une loi, comme on l'a vu, hein, de devoir de vigilance à la française.
Après, sur les dossiers, on traite déjà ce sujet pour certains clients. Ça fait l'objet de discussions, de négociations contractuelles. Voilà. L'acheteur met une clause objet de confort de devoir de vigilance. Le fournisseur va dire 2 secondes, on va négocier sur ce point-là. Et voilà. Donc pour l'instant, on est au niveau contractuel. Et bien sûr, la pratique contractuelle va évoluer en fonction des nouveaux textes. C'est un point important, les questionnaires, en fait, puisqu'en fait, vous recevez, les entreprises reçoivent, alors envoient un certain nombre de questionnaires à leurs tierces parties sur justement la conformité, sur un grand nombre de sujets, et ils reçoivent en fait grand nombre de questionnaires. Et le tout, c'est de savoir, de bien maîtriser en fait qui répond au questionnaire, parce que nous, on a vu dans des entreprises des commerciaux qui veulent pouvoir décrocher certains contrats vont facilement cocher les cases. Oui, on respecte la loi, tac, 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 et en fait, c'est faux. Voilà. Donc, il y a vraiment, en effet, ces questionnaires sur la conformité légale, et puis les clauses, en effet, qui sont insérées dans des contrats, et avec quel est le droit applicable. Enfin, il y a plein de questions qui se posent justement sur dire des clauses qui seront jamais applicables. On ne pourra jamais les faire exécuter. Donc, Après, ça peut être un motif de résiliation du contrat aussi. oui, voilà. Mais bon. Tout dépend du droit applicable et dans quelle juridiction on va se retrouver quand on va vouloir remettre en cause le contrat. Oui, alors le transfert de données entre dans le cadre du RGPD. Les règles sont fixées et définies par le RGPD. Et ensuite, il y a bien sûr, les règles du RGPD sont complétées par certaines décisions de la Commission européenne sur le sujet, hein, des modèles de clauses contractuelles à insérer ou d'autres mécanismes juridiques qu'on peut mettre en place. Mais le plus souvent, les entreprises utilisent des contrats pour transférer les données mais on peut mettre en place des règlements internes, il y a tout un tas, on peut avoir une décision de la commission également, c'est le cas
C'est le cas de l'Angleterre, enfin du Royaume-Uni. Donc, euh, quel est le secteur? C'est le... Pardon, je ne sais pas compris. D'accord. Ouais. Alors, pour faire simple, ouais. Pour faire simple, oui. Alors, première question, oui, il y a des mécanismes qui permettent de transférer des données d'un pays à l'autre. Les données qui sortent deuxième question, réponse à la deuxième question, les données qui sortent du territoire européen doivent être encadrées par ces mécanismes-là. On ne peut pas les transférer librement. Il faut donc, il y a plein de critères à respecter, hein. Et tout va dépendre également du contexte technique, de votre qualification, si vous êtes responsable du traitement, si vous êtes sous-traitant, il y a des choses à voir. Sur la notion de périmètre de données également, vous dites qu'il n'y a pas des données personnelles, mais parfois, une donnée personnelle peut être une donnée indirecte, hein, comme vous dites, la concession est très large de ce que c'est qu'une donnée personnelle. Et puis aussi également, de plus en plus, les nouveaux textes que je vous ai cités traitent de la donnée non personnelle aussi. Donc, les compétences des autorités européenne s'élargit même au-delà des données personnelles. Donc, par exemple, dans le secteur de télécom, les données de trafic, les données de connexion sont considérées, sont régulées comme du RGPD, mais par un texte spécifique. Donc, et la troisième question, faire le consentement en Chine et ensuite partir en Europe puis revenir, mais là, vous êtes soumis à deux formalités. C'est plus lourd, c'est-à-dire que vous faites les formalités de sortie du territoire de la donnée de la Chine vers l'Europe. L'entrée est libre, pas de souci, dès lors que les données sont des données légales, hein. Ce pas des données qui en infraction de la propriété intellectuelle ou quelque chose comme ça. Et après, pour sortir du territoire européen, ben, il faudra respecter les règles auxquelles j'ai mentionné pour la question 1 et 2. Les données qu'elles soient copiées ou originales, oui, c'est la même chose. C'est juste ah. Est-ce que le logiciel crée de la donnée personnalisée? La question, c'est de savoir si le logiciel crée de la donnée personnalisée. Le logiciel ne crée pas de données personnalisées. Mais il y a des données personnelles qui existent tout à fait. Mais une fois que c'est fait, les données personnelles ne sont plus dans le modèle. Ah, elles sont plus dans le modèle. Ah, c'est des données qui sont déduites des données personnelles. Oui.
Mais Alban va pouvoir vous aider. On va évoquer ça dans quelques instants autour d'un verre. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas. Ou après. Oui, Denis. Alors, on ne va pas aussi loin que ça. C'est vrai que là, on a parlé Alstom, cette affaire. D'ailleurs, il y a une bande dessinée. J'évoquais Frédéric Pierucci, mais maintenant, on l'a en bande dessinée dans toutes les langues, notamment en chinois, en mandarin. C'était vraiment une guerre économique entre les États-Unis et la France. Et donc, on va pas, c'est pas ça l'objectif. C'est justement, c'est d'amener les entreprises françaises à s'autoréguler et à mettre en place des dispositifs de prévention pour éviter de se faire piéger par, on va parler des États-Unis, par les États-Unis, parce que l'objectif des États-Unis, c'était de remporter des marchés à la place de sociétés européennes et de faire, grâce aux amendes qui sont quand même voilà, pour des montants énormes, des centaines de millions de dollars, entrent dans les caisses américaines. Voilà. Et donc maintenant, bah, l'objectif aussi de la France, c'est de faire entrer dans les caisses de l'État français des amendes prononcées contre des entreprises étrangères qui n'ont pas respecté la réglementation, notamment anticorruption. Mais non, c'est pas l'objectif, c'est pas ça. C'était d'amener les entreprises à s'autoréguler et qu'elles soient sanctionnées par la France et pas par les États-Unis. Mais simplement, un DOJ, l'équivalent du ministère de la Justice, a un budget énorme, comme vous pouvez le deviner, avec des moyens extraordinaires, alors que nous, par exemple, l'Agence française anticorruption, son budget, il est de l'ordre de 60 millions, voilà, pour l'instant. Donc, c'est quand même, on n'est pas, c'est pas comparable. Donc, voilà, c'est à nouveau, on a encore des progrès à faire. Mais bon, oui, pour répondre à la question, Denis, ouais, c'est pas ça l'objectif, en fait. Mais derrière toutes ces réglementations, c'est vrai on croise les fers et il y a des combats économiques. Et à nouveau, le piège américain est une belle illustration et ça fait peur. Ça fait très peur. Et Frédéric Pierucci, pour ceux qui ne savent pas, a été incarcéré pendant 2 ans aux États-Unis, a été en fait arrêté sur le sol américain, a été pris dans un engrenage. Voilà. Il n'avait pas lui-même, simplement, il s'était retrouvé en fait témoin d'échanges de mails sur le versement de commissions à des intermédiaires pour décrocher un marché, voilà, à l'étranger, et notamment c'était en Asie et pas en Chine. Voilà. Avec grand plaisir. Merci. Ouais.